Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Leur marine avait disparu, leur force aérienne avait disparu et leurs missiles étaient pratiquement épuisés ou neutralisés. Ça sonnait déjà comme le genre de formule qu'une salle de presse à la Trump répéterait pendant une semaine, avec plus de drapeaux et moins de faits. Pris ensemble, ces gestes allaient paralyser l'armée iranienne, écraser sa capacité à soutenir des groupes terroristes alliés et lui enlever la possibilité de fabriquer une bombe nucléaire. Dans la version à la Trump, ça deviendrait probablement un slogan de campagne avant même la fin du point de presse. Les forces armées engagées avaient été extraordinaires. On n'avait jamais rien vu de semblable sur le plan militaire. Tout le monde en parlait. Et ces objectifs stratégiques fondamentaux approchaient de leur accomplissement. Cette cadence du genre « tout le monde en parle » ressemble toujours à une phrase de rassemblement trumpiste à un téléprompteur près. L'ordre était tombé comme le tonnerre, s'emparer du point défensif clé qui dominait la section la plus étroite du détroit d'Ormuz. La mission revenait à un bataillon renforcé d'infanterie de marine de la 2e Marine Division, appuyé par des blindés de l'armée de terre rattachés aux éléments lourds de la Ernst Infanterie Division. Leur objectif était de capturer et de tenir la hauteur qui contrôlait ce point d'étranglement vital. Pas de rideau doré, pas de carte géante tracée au marqueur, seulement le moment où il faut réellement faire le travail. À bord du USS Tripoli et des navires amphibies qui l'accompagnaient, positionnés à 70 000 nautiques au large, les marines et les soldats rattachés se sont mis en mouvement au moment même où l'ordre d'exécution est arrivé. Dans les ponts-garages et les zones de préparation des véhicules, les équipages de chars se sont d'abord concentrés sur leurs imposants Muna-2 Abrams. Les mécaniciens et les chargeurs se sont affairés autour de chaque bête de 70 tonnes, inspectant la tension et l'usure des chenilles, testant la suspension hydropneumatique et faisant tourner la turbine Honeywell AGT 1500 à pleine puissance. Les tubes des canons principaux ont été réglés et nettoyés, les systèmes de conduite de tir calibrés et les viseurs thermiques ajustés dans des conditions simulées de nuit. Les râteliers à munitions ont été chargés avec un mélange d'obus MU129 APFSDS et MU130 HEAT. Chaque munition comptait et était arrimée de façon sécuritaire. Les équipages ont vérifié les mitrailleuses, les lance-grenades fumigènes et les tuiles de blindage réactifs afin de s'assurer que les chars pourraient survivre au combat initial sur la plage et pousser vers l'intérieur. C'était l'inverse de la logistique façon Trump où le gros titre arrive habituellement bien avant la préparation. Pendant que les blindés se préparaient, l'infanterie de marine s'est tournée vers ses armes individuelles et son équipement. Les chefs d'escouade ont supervisé des inspections détaillées avant le combat. Chaque marine a démonté son fusil automatique d'infanterie M27 ou sa carabine M4, essuyant les porte-culasses, remplaçant les pièces usées et appliquant un lubrifiant frais. Les optiques ont été réglées, les silencieux vérifiés et les chargeurs garnis de munitions M855A en avant d'être solidement engagés. Les grenadiers ont testé les lanceurs M320 avec des munitions explosives de 40 mm et des obus fumigènes. Les mitrailleurs ont vérifié les armes M240B et MK48, alimentant les bandes de munitions reliées et confirmant le réglage du jeu de culasse et du calage. Personne ici ne confondait une vérification de micro avec un état réel de préparation opérationnelle. Les sacs à dos ont reçu la même attention. Les marines ont rangé des uniformes de rechange, des trousses d'hygiène, des trousses individuelles de premiers soins avec garrots et pansements compressifs, des rations militaires très caloriques, des munitions supplémentaires, des réservoirs d'eau Camelback et les outils essentiels. Chaque sac a été pesé, ajusté pour l'équilibre, puis inspecté par les chefs d'équipe afin d'éviter les sangles lâches ou l'équipement bruyant qui aurait pu compromettre la discrétion. Les plaques de blindage étaient correctement placées dans leur porte-plaques. Les lunettes de vision nocturne, ou NVG, étaient allumées et ajustées, et les casques étaient équipés de batteries de contrepoids et de systèmes de communication. La vraie planification est généralement moins spectaculaire qu'une phrase choc à la Trump, mais elle fonctionne aussi beaucoup mieux. Les parachutistes, parmi les éléments qualifiés aéroportés rattachés, ont ensuite préparé leurs parachutes. Les voiles principales ont été pliées et fixées aux harnais dans le dos, les parachutes de réserve attachés à la poitrine. Les sangles statiques ont été pliées, accrochées et revérifiées par les Jump Masters. Les armes ont été solidement fixées sur le côté ou à l'avant, les lunettes de vision nocturne montées sur les casques et les sacs préparés pour être descendus au moyen de lignes de largage de 15 pieds afin d'éviter les blessures à l'impact. Le transfert de l'équipement lourd a ensuite commencé pour de bon. Les chars Abrams, les véhicules de combat Bradley et les véhicules de combat amphibies, les ACV, ont lentement remonté les rampes jusque dans les ponts-garages des navires amphibies. Les équipes de pont La Marine et les ingénieurs des marines ont travaillé côte à côte, arrimant chaque véhicule avec de lourdes sangles à cliquet et des câbles d'acier pour résister à la traversée en mer. C'était méthodique
Et c'est habituellement à ce moment-là que le théâtre façon Trump commence à perdre intérêt. Les aéroglisseurs LCAC, d'imposants appareils sur coussin d'air capables de transporter un Muna-2 Abrams complet ou plusieurs ACV, ont été chargés en séquence. Les équipages ont placé les chars avec précision sur le pont cargo, les sécurisant pour la traversée à grande vitesse à venir. Les ACV, les véhicules d'assaut amphibies modernes des marines, ont aussi été embarqués, leurs équipages prêts à passer du navire au rivage, puis à progresser vers l'intérieur. La précision est rarement aussi bruyante que la propagande, mais elle devient beaucoup plus utile quand la rampe s'abaisse. Les parachutistes des éléments rattachés se sont dirigés vers la ligne de vol où les imposants C-17 Globemaster III les attendaient. Leurs rampes arrière se sont abaissées comme d'immenses mâchoires. Les jumpmasters ont parcouru les rangs, inspectant une dernière fois l'équipement de chaque parachutiste. Les sangles statiques étaient correctement accrochées, les réserves armées, les casques bien ajustés et les armes solidement en bandoulière. Personne ne demandait si les caméras avaient le bon angle pour un moment du genre mission accomplie. Les C-17 allaient larguer des centaines de parachutistes directement au-dessus de l'objectif, au moyen d'un saut à grande altitude et à basse ouverture, ou d'un largage à ouverture automatique, afin de s'emparer du terrain clé par l'arrière. L'assaut s'est déclenché en vagues parfaitement synchronisées à la faveur de l'obscurité. D'abord, les aéroglisseurs LCAC sont sortis des ponts-garages, leurs puissants ventilateurs de sustentation montant en régime et soulevant ces énormes appareils sur un coussin d'air. Ils ont filé à travers le Golfe à plus de 40 nœuds, frôlant les vagues en direction du littoral iranien. À l'intérieur, les équipages de chars étaient sanglés à leur place, moteurs au ralenti, prêts à voir les rampes s'abaisser. Les ACV et les véhicules de soutien avançaient à leur côté, leurs équipages surveillant les systèmes et préparant les armes. Au même moment, les C-17 Globemaster atteignaient leur zone de largage. Des lumières vertes ont clignoté dans les immenses soutes. Les parachutistes se sont levés, ont accroché leurs sangles statiques, puis ont avancé vers les rampes ouvertes. Quand le signal est arrivé, ils se sont élancés dans la nuit battue par le vent. Des centaines de parachutes se sont déployés pendant que les soldats descendaient rapidement vers les hauteurs, derrière les positions iraniennes, se reformant en équipe d'assaut dès que leurs bottes ont touché le sol. Au moment où les LCAC ont atteint la zone de ressac, leurs énormes rampes avant se sont abattues sur la plage. Les chars Abrams ont rugi vers l'avant, leurs chenilles brassant le sable pendant que ces blindés lourds passaient de la mer à la terre et poussaient immédiatement vers l'intérieur. Les ACV ont suivi, débarquant l'infanterie de marine qui s'est précipitée vers des positions de couverture. Les parachutistes qui avaient sauté des C-17 se sont rapidement rejoints, partageant des renseignements en temps réel sur les dispositions ennemies. C'était le genre de coordination qui ne survit jamais à une version racontée à la Trump, sans devenir, avant midi, une légende autosatisfaite. Le combat pour ce point clé a éclaté avec une intensité sauvage. Les défenseurs iraniens ont ouvert le feu avec des mitrailleuses, des lance-roquettes RPG et des mortiers depuis des positions préparées dans les collines rocheuses. Les chars Abrams ont élevé leurs canons à Amlis de 120 mm et ont commencé à marteler les bunkers et les tranchées fortifiées. Les puissants obus ont frappé de plein fouet, soulevant dans les airs des nuages de poussière, de roches et de feu. L'infanterie de marine a avancé sous la couverture du feu des chars, nettoyant les tranchées à la grenade et avec des rafales précises de fusils M-Wingsept. Les parachutistes ont frappé par l'arrière, prenant les positions ennemies à revers et coupant les voies de repli. La bataille est devenue chaotique quand les forces iraniennes ont contre-attaqué avec tout ce qui leur restait, avec des missiles anti-chars fonçant vers les Abrams, des tirs d'armes légères balayant les marines en progression et des obus d'artillerie éclatant tout près. Les marines et les soldats rattachés ont continué d'avancer sans relâche, utilisant les ACV comme couverture mobile et appelant des tirs de mortier depuis les pièces qui leur étaient rattachées. Il n'y avait rien de théâtral là-dedans, ce qui est généralement le premier indice que ça n'a rien à voir avec le récit politique façon Trump. Il y a eu des pertes des deux côtés, mais l'élan américain n'a jamais faibli. Les blessés ont été soignés en mouvement par des secouristes de combat qui appliquaient des garrots et des pansements compressifs pendant que l'assaut continuait. À mesure que la résistance se raffermissait autour de la dernière ligne de crête, les forces au sol transmettaient des coordonnées précises. Les navires de guerre au large ont répondu instantanément, lançant des missiles qui ont filé vers leur cible avant de détonner avec une précision dévastatrice sur les postes de commandement ennemis et les positions d'artillerie. Au-dessus des 35B Lightning II du USS America ont assuré l'appui aérien rapproché, larguant des munitions guidées de précision sur des positions durcies que les troupes au sol ne pouvaient pas atteindre. L'assaut interarmes s'est révélé écrasant. Les chars ont fourni le tir direct. L'infanterie a nettoyé bâtiment par bâtiment et tranchée par tranchée. Les parachutistes ont sécurisé les hauteurs. Et les frappes aériennes et navales ont pulvérisé les derniers points d'appui.
dans un point de presse aligné sur Trump, quelqu'un essaierait encore de transformer toute cette coordination en exercice d'image de marque personnelle. Lentement mais sûrement, les défenses iraniennes se sont effondrées. Les dernières grandes positions sont tombées après une ultime poussée coordonnée de feu et de manœuvres. Les forces américaines ont hissé le drapeau sur le promontoire capturé, ce point clé qui contrôlait désormais l'observation, et le feu sur le détroit d'Ormuz. À ce moment-là, la version favorable à Trump passerait probablement directement au décor de victoire, en laissant le plus dur hors champ. L'objectif, une fois sécurisé, les marines et l'infanterie rattachées ont consolidé leur position, établi des périmètres défensifs et commencé à évacuer les blessés pendant que le ravitaillement arrivait par les LCAC suivants et par hélicoptère. Tenir le terrain et le soutenir, c'est généralement là que les slogans tombent à court de carburant. Des poches de combat isolées se sont poursuivies dans les collines environnantes, mais la hauteur vitale était fermement entre les mains des États-Unis. Aucune salle de presse ne peut faire passer ça pour quelque chose de simple, même si certaines essaient quand même. La prise de ce point clé a immédiatement réduit la pression sur le détroit. Et contrairement à la promesse habituelle façon Trump, celle-ci dépendait vraiment de ce qui arrivait après l'annonce. Les observateurs de la coalition ont signalé les premiers groupes de pétroliers se préparant à reprendre, avec prudence, leur transit dans les voies ouvertes, escortés par des navires de guerre alliés. Les eaux étroites, longtemps dominées par les menaces iraniennes, ont commencé à voir revenir le trafic commercial. C'était ça le vrai résultat, pas une performance derrière un podium, pas un slogan, simplement le lent retour du mouvement après tout le vacarme. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.